Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 6 mars. Et on débute, comme toujours, avec les titres. En République démocratique du Congo, un premier contingent de soldats burundais a rejoint Goma pour mettre fin aux violences dans l'est du pays dans le cadre de l'EAC. Emmanuel Macron était au Congo ce vendredi avant dernière étape de son périple africain où il a rencontré le président Sassou Nguesso pour un entretien d'1 heure durant laquelle les deux chefs d'État ont évoqué entre autres la situation libyenne. Et nous nous rendrons aussi dans cette édition en Tunisie où après les propos virulents du président Saïed à l'encontre des migrants, plusieurs pays subsahariens ont décidé de rapatrier leurs ressortissants. On débute donc avec l'armée burundaise qui a déployé son premier contingent à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo pour renforcer les rangs de la force des pays d'Afrique de l'Est créée pour combattre les groupes armés dans la région. Les détails avec Aymeric Torignon. À bord de cet avion de l'armée kenyane, une trentaine de soldats burundais. Ils ont atterri dimanche à l'aéroport de Goma pour renforcer l'effectif des forces est-africaines déployées depuis novembre dans la partie orientale de la RDC. Leur mission, selon l'accord de Luanda et de Nairobi, endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et démettre la centaine de groupes armés qui sévit dans l'est du pays. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 février, mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Cette trentaine de soldats devraient être rejoints dans la journée de ce lundi par une centaine d'hommes qui arrivent du Burundi par voie terrestre. Cet effectif burundais sera ensuite déployé au Nord Kivu pour renforcer la force régionale de l'EAC déjà présente sur le terrain depuis novembre dernier. L'objectif de leur déploiement est de stabiliser la zone et d'imposer le cessez-le-feu aux rebelles du M23. Si nous ne trouvons pas de solution politique ou diplomatique, parce que c'est la priorité, s'ils refusent de déposer les armes, alors nous n'aurons plus d'autre choix que d'utiliser la force. Mais depuis leur arrivée à Goma, les violences continuent sur le terrain et le M23 poursuit sa progression dans l'est de la RDC. Une situation que déplorent les habitants de Goma qui accusent la force régionale de l'EAC d'inaction face à la progression de la rébellion. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. La direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo à partir de mardi 7 mars à 12 h. À 24 heures de ce nouveau cessez-le-feu décidé le 17 février lors du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Abeba en Éthiopie, les troupes burundaises qui s'ajoutent au contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes devront faire respecter cette décision. D'autres contingents en provenance du Soudan du Sud et de l'Ouganda sont encore attendus sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire mis en place par l'EAC. Emmanuel Macron, qui a terminé samedi sa tournée africaine en RDC, a annoncé que la France allait débloquer 34 millions d'euros d'aide humanitaire afin de couvrir les besoins immédiats des populations locales en nourriture, soins de santé et installations sanitaires notamment. On l'écoute. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncé par l'Union européenne. Et avant de se rendre en RDC, et juste après avoir quitté l'Angola, le président français a fait une halte au Congo-Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso l'a reçu pour un entretien durant lequel de nombreux sujets ont été abordés comme le volet mémoriel, historique et culturel, mais aussi la situation libyenne pour laquelle Emmanuel Macron a salué le rôle de Denis Sassou Nguesso dans les tentatives africaines de règlement de la crise en Libye. Souila Sbahi. Pour cette visite express, Denis Sassou Nguesso a déployé les grands moyens.
C'est en compagnie de tous ces ministres que le président de la République du Congo a accueilli son homologue français, Emmanuel Macron, à Brazzaville. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus au palais présidentiel où ils ont eu un tête-à-tête avant de tenir un point de presse pour évoquer les sujets abordés, parmi lesquels la question mémorielle unissant la France et le Congo-Brazzaville. On vient d'ici, il y a le mémorial savoyard de Brazza. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, les restes mortels de savoyard de Brazza, son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials savoyards de Brazza. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État affirment être revenus sur la situation actuelle en Libye. À cette occasion, Emmanuel Macron a loué l'engagement du président Denis Sassou Nguesso et de l'Union africaine depuis le début de la crise libyenne dans leur travail afin de la résoudre. Et nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers un processus électoral et accompagnant le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que nous soutenons. Cette visite de quelques heures a permis aux deux pays d'entamer des discussions afin de coopérer à l'avenir dans plusieurs domaines, tels que celui de l'agriculture. Le Congo et la France envisagent un partenariat sur le modèle de l'Angola ou du Cameroun. Je vous l'annonçais en titre, en Tunisie, près de 300 Ivoiriens et Maliens ont commencé à être rapatriés samedi pour échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes après le violent discours du président Kais Saied contre les migrants subsahariens en situation irrégulière. On fait le point avec Soukaina Skali. D'Abidjan à Bamako, ils sont des centaines de ressortissants subsahariens vivant en Tunisie à avoir été rapatriés dans leur pays d'origine. Face à la montée des hostilités à leur égard, certains ont fait le choix de quitter précipitamment la Tunisie, comme Abdourahmane Doumbia, étudiant malien. Bon, disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici, ça fait 4 ans. C'est ma 4e année ici en Tunisie, je fais mon master. Mais j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. Samedi, la Côte d'Ivoire a donc affrété un avion avec à son bord 145 passagers. Une fois identifiés et recensés, les personnes recevront un pécule de 160 000 francs CFA pour leur permettre de rejoindre leur famille. Du côté du Mali, 135 ressortissants sont arrivés la même journée à Bamako. Parce que les Tunisiens ne nous aiment pas, donc on est obligé de quitter leur pays pour entrer dans notre pays. Donc quand nous, on rentre chez nous, on veut les retours, les Tunisiens qui sont chez nous aussi, ils rentrent dans leur pays. Donc ça sera égal. La cause de ce départ précipité, le discours prononcé par Kais Saied. Dans une allocution télévisée, le président tunisien s'en prend violemment aux migrants d'origine subsaharienne, qualifiant leur présence en Tunisie de source de violence et de crimes. Des déclarations qui sont venues accentuer le climat de défiance vécu par beaucoup de ressortissants. Nous sommes des migrants légaux. Nous sommes tous des migrants légaux. Tu vois, on a subi beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, on a décidé de rentrer dans notre pays volontairement. On a décidé de rentrer dans notre pays. Donc on demande à votre président, avec beaucoup de respect, de penser à nos autres frères qui sont ici, de bien les traiter. Depuis ce discours, les subsahariens font état d'une recrudescence des agressions les visant. Mercredi dernier, c'est la Guinée qui a initié ses rapatriements avec un premier vol, ramenant au pays une 50aine de Guinéens. La Tunisie a également annoncé dimanche des mesures en faveur des étudiants et migrants d'origine subsaharienne afin d'améliorer leur situation en Tunisie tout en facilitant les procédures de régularisation de leur situation. Alors dans un premier temps, des cartes de séjour d'1 an seront délivrées aux étudiants ressortissants des pays frères africains pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents.
Et on reste en Tunisie où plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche au centre de Tunis pour réclamer la remise en liberté de plus de 20 opposants au président Kais Saied, arrêtés ces dernières semaines dans un coup de filet inédit. On écoute Ezdine Azghi, membre du Front de Salut National. Le putschiste n'a pas d'oreille, il n'écoute personne. C'est un putschiste dictateur qui n'a pas les moyens de sa dictature d'ailleurs et qui met les gens en prison parce qu'il craint la prison. Il ne sait pas que le militant ne craint pas la prison. Un incendie au Bangladesh qui laisse 12 000 personnes sans abri. Une collision entre un minibus et un camion qui fait 15 morts en Côte d'Ivoire et le ministre de la Défense russe qui est en visite dans le Donbass. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Mathieu Nicolas et Noël Dong. Un incendie qui s'est déclaré dimanche dans un camp de réfugiés Rohingyas dans le sud-est du Bangladesh a laissé environ 12 000 personnes sans abri. Le feu a pris en début d'après-midi dans le camp numéro 11 de Kutupalong, l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. Les 12 000 constructions en bambou du camp ont rapidement été détruites par les flammes sans faire de victimes. Le feu a été maîtrisé en 3 heures et les autorités ont ordonné une enquête pour établir dans quelles circonstances l'incendie s'était déclaré. Entre janvier 2021 et décembre 2022, 222 incendies ont été enregistrés dans les camps des Rohingyas, dont 60 criminels. En mars 2021, un de ces incendies avait fait 15 morts et laissé 50 000 personnes sans abri. 15 personnes sont mortes samedi dans une collision entre un minibus et un camion dans le centre de la Côte d'Ivoire. L'accident a eu lieu aux environs des villes de Katiola et Bouaké. On dénombre plusieurs blessés. Les accidents meurtriers sont fréquents en Côte d'Ivoire en raison parfois du mauvais état de certaines routes ainsi que de l'incivisme des conducteurs. De nombreux automobilistes sont par ailleurs détenteurs de permis achetés sans avoir jamais fréquenté d'auto-école. La Côte d'Ivoire a introduit le 1er mars un permis à points. Chaque conducteur détenteur du permis possède un capital de 12 points qui peuvent être progressivement retirés selon les infractions. Le ministre russe de la Défense était samedi en visite dans le Donbass, en Ukraine. Sergueï Shoigu a inspecté des travaux de reconstruction d'un poste de commandement à Mariupol, une ville portuaire stratégique dévastée après son siège par la Russie. Le ministre russe de la Défense a également visité un centre médical, un autre de secours et un nouveau quartier résidentiel comprenant 12 immeubles. Dans le cadre de ce déplacement dans la zone de l'opération militaire spéciale, Sergueï Shoigu s'est également vu présenter un rapport sur la construction d'un important aqueduc. L'armée russe est chargée des principales reconstructions dans les territoires ukrainiens annexés. Cette visite intervient au moment où la bataille fait rage pour la ville très disputée de Bakhmout. En France, J-1 avant la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites annoncée depuis le 11 février. Cette 6e journée de grève est très attendue par les syndicats qui avaient annoncé leur intention de mettre la France à l'arrêt. Un appel apparemment entendu puisqu'entre 1 million et 1,5 million de manifestants sont attendus dans toute la France. Des chiffres proches des 2 premières journées de mobilisation. Et avant ce mouvement contre la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a insisté sur le contexte actuel et notamment l'inflation. Pour lui, ce n'est pas le moment de paralyser le pays. On l'écoute. Moi, je fais la différence entre ceux qui contestent, ceux qui veulent contester et ceux qui veulent bloquer. Ceux qui veulent contester l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début du mouvement social et ça s'est, je dirais, passé dans le respect des Français, de la France, et les choses se sont passées de manière extrêmement organisée. D'abord, je redis qu'il y a eu de l'écoute, du changement de texte à plusieurs reprises et que nous avons su évoluer dans l'écoute des Français. Ceux qui veulent bloquer, certains, et y compris des responsables politiques, disent qu'il faut tout bloquer dans la durée. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ni pour la France ni pour les Français. Parce que ceux qui veulent tout bloquer dans la durée ne peuvent pas ignorer qu'il peut y avoir un impact sur notre économie au moment où nous sommes le pays le plus attractif de l'Union européenne, au moment où nous faisons reculer le chômage. Nous ne souhaitons pas que les Français soient victimes, entre guillemets, d'un blocage dans la durée. Il est l'heure à présent de retrouver notre page sport du lundi avec Mathieu Nicolas. Mathieu, bonjour. Si je vous dis 201 buts, vous me répondez ?
Bonjour Laurent, on parle bien évidemment de Kylian Mbappé, le brassard de capitaine autour du bras, un but, une victoire et surtout un record. Décidément, c'était une très bonne soirée pour Kix. Samedi, le numéro 7 du PSG est encore plus rentré dans l'histoire du club de la capitale. 201 buts inscrits avec le PSG, c'est énorme. Il dépasse le record d'Edinson Cavani et devient le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Après le record de buts, un ballon d'or, pourquoi pas selon Mbappé. En tout cas, le Parisien est déjà focalisé sur mercredi, le match face au Bayern Munich. Je vous propose de l'écouter. Bien sûr, le ballon d'or c'est toujours un objectif pour les joueurs de ma catégorie. Le ballon d'or, bien sûr qu'on l'a en ligne de mire, mais c'est pas la priorité en ce moment. C'est surtout pas la période en plus, donc mais bien sûr que le ballon d'or ça reste dans un coin de ma tête, c'est normal. Non, je suis déjà tourné vers le match de mercredi. J'ai profité avec le public et c'était vraiment spécial. Je remercie tout le monde, l'ensemble des personnes qui sont restées au stade, l'ensemble des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont applaudi. Maintenant, il faut vite passer à autre chose et il y a une grande rencontre qui nous attend et on va là-bas avec un objectif clair. Un autre événement qui concernait un Français ce week-end, c'était le combat entre Cyril Gane et l'Américain John Jones. Beaucoup d'attentes pour un combat qui s'est rapidement terminé. En 2 minutes seulement, le temps d'un étranglement appliqué, John Jones a réussi son grand retour dans les arts martiaux mixtes après 3 ans d'absence pour devenir champion UFC des lourds. Une déception pour le bon gamin qui a promis qu'il allait se remettre tout de suite à l'entraînement. Je vous propose de l'écouter. C'est absolument pas ce que j'avais prévu, c'est la raison pour laquelle je suis très énervé contre moi-même. Je ne m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait se passer dans ce contexte-là. Ce week-end, c'était aussi le grand retour de la Formule 1. Le double champion du monde en titre, Max Verstappen, a devancé dimanche de 10 secondes son coéquipier Sergio Pérez sur le circuit de Sakir dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn. En 3e position, l'Espagnol Fernando Alonso a fait son retour sur le podium, une première depuis 2021. Avant de se quitter, juste pour vous rappeler le rendez-vous à ne pas manquer de ce lundi, les demi-finales de la CAN U20, c'est aujourd'hui. Le Sénégal Tunisie, c'est à 15h et le Nigeria rencontrera la Gambie à 18h. A noter que les 4 demi-finalistes ont par la même occasion validé leur qualification pour le mondial U20 qui aura lieu en Indonésie en mai et juin prochain. À la semaine prochaine pour plus de sport. Merci Mathieu. Allez, coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec au Maroc du couscous à gogo grâce au CPI Lab qui permet aux producteurs de tester des recettes sur une ligne de production miniature. Reportage. De la porte du Sahara au nord du Maroc, des coopératives de femmes commencent à émerger pour produire et commercialiser un couscous artisanal de qualité. Grâce à l'aide du ministère canadien Affaires mondiales, l'Institut de formation de l'industrie meunière de Casablanca, l'IFIM, offre un nouvel outil destiné à tous les industriels et coopératives du secteur pour tester leurs produits avant de lancer leur production à grande échelle. C'est le CPI Lab, une ligne miniature de production industrielle. CPI Lab, qui est derrière moi, reprend exactement les mêmes équipements d'une ligne industrielle. Du coup, à travers notre système de supervision, on peut bien sûr faire nos essais et transposer tous les chiffres, tous les paramètres de nos recettes, ce qu'on appelle nous des recettes, et les introduire directement sur le poste de supervision d'une machine industrielle, bien sûr avec des ajustements. Pour les coopératives africaines qui travaillent artisanalement, la ligne miniature représente une chance d'innover en termes de mélange de céréales ou de légumineuses, mais aussi d'accélérer leur industrialisation, particulièrement à un moment où la tendance de consommation se détourne des produits en vrac au bénéfice des produits industrialisés. La plus-value essentielle de cette plateforme, et c'est tout l'enjeu, c'est de dupliquer ce qui est fait aujourd'hui d'une façon manuelle, traditionnelle, par les ménagères en Afrique. Donc, l'intérêt majeur de cette plateforme, c'est de pouvoir industrialiser une production qui est aujourd'hui artisanale. Avec un plus important, la possibilité d'adapter chaque recette à un type de consommateur différent en utilisant seulement 300 kg de matières premières au lieu de lancer le test sur toute la ligne industrielle, ce qui coûterait beaucoup plus cher.
Essayer et innover, voilà bien la priorité que les dirigeants marocains du secteur voudraient encourager à un moment où le couscous aromatisé à forte valeur ajoutée remporte un succès croissant chez les consommateurs. Un reportage que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur Télésud dans Business Africa. Allez, pour terminer cette édition, on la termine avec le jeune réalisateur tunisien de 38 ans, Youssef Chebbi, qui a remporté samedi à Ouagadougou l'étalon d'or de Yenanga pour son film Ashkal. C'est la récompense suprême du FESPACO, qui, je vous le rappelle, est le plus grand festival du cinéma africain. Bravo à lui. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, passez une bonne journée et à demain. Au revoir.